Aujourd'hui, aujourd'hui, on va faire la séance conjointement avec Valentina. Donc, c'est aussi l'occasion d'évoquer des sujets un peu plus légers, parce que ce qu'on va évoquer ensuite, mais qui sont que, voilà, en fait, aussi la solidarité internationale, de manière générale, c'est aussi l'occasion de rencontrer un peu partout dans le monde des gens avec lesquels on crée des liens qui sont basés sur des affinités personnelles, bien sûr, mais aussi sur des engagements communs, en fait, et donc qui vont perdurer bien au-delà des missions qu'on est en train de faire. Donc, vous avez eu l'occasion de le voir avec Solène, qui est la directrice des programmes de la Fondation Pierre Fabre, mais c'est en plus le cas encore avec Valentina, avec laquelle on a travaillé il y a très longtemps, en fait, ensemble en Centrafrique. Euh, et en fait, comme on a des engagements communs, des affinités dans les méthodes de travail, bah, évidemment, c'est des liens qui perdurent et qui nous permettent de retravailler ensemble après dans la durée et de créer des alliances qui sont agréables évidemment sur le plan personnel, mais qui ont aussi un objectif d'efficacité en fait dans le cadre du travail parce que on est d'accord sur un certain nombre de valeurs et de principes fondamentaux, on est d'accord sur une manière de travailler et donc c'est aussi l'occasion, c'est aussi comme ça qu'on se choisit, qu'on essaye aussi parfois de mener ensemble des projets communs, etc., etc. Et ça fait partie de l'histoire de tous les projets où qu'ils se passent dans le monde. Alors, la séance d'aujourd'hui, elle va être un peu particulière, vous allez voir, parce que vous allez peut-être avoir du mal à déceler qu'on va travailler sur des questions qui sont liées à la solidarité internationale, parce qu'on va travailler beaucoup plus précisément sur la question des violences sexuelles en France. L'objectif, il est double. Alors, il est évidemment que vous ayez aussi, beaucoup d'entre vous habitent en France, l'objectif, il est évidemment que vous ayez une culture générale aussi sur les problématiques liées aux violences sexuelles en France. Mais c'est un peu plus aussi, un peu plus fin que ça, l'objectif. C'est aussi que vous compreniez que certaines problématiques qu'on va traiter dans le cadre de la solidarité internationale ne sont pas uniquement liées au contexte de crise ou à des contextes alors j'aime pas du tout le mot, mais des contextes de sous-développement ou en tout cas des contextes où il y a vraiment des infrastructures économiques, sanitaires, etc., ou juridiques qui sont défaillantes, mais qui sont en réalité des questions qui sont systémiques et qu'on retrouve sous des formes qui peuvent être différentes, évidemment, mais qu'on va retrouver en fait partout dans le monde. Et donc, c'est important d'avoir en tête, quand on travaille sur ces sujets, et notamment quand on est à l'étranger, que on n'arrive pas forcément en disant chez moi c'est bien, chez vous c'est pas bien. Et donc, merci de progresser, de faire des efforts et d'appliquer un certain nombre de solutions. J'ai fait je ne sais pas combien de sensibilisation ou de formation sur les violences sexuelles en Centrafrique. En général, la première main qui se lève, c'est pour dire, mais madame, vous n'avez pas compris que chez nous c'est différent, chez nous c'est culturel, etc., etc. Et la réponse que je donne, c'est de dire, en fait, c'est, je viens vous parler d'un problème qui est quasi similaire en France pour des raisons qui sont pas forcément les mêmes, mais où on pourrait, et je leur donne évidemment des chiffres sur la France pour qu'ils voient bien que je ne suis pas en train d'avoir des propos qui sont diplomatiques, mais que j'ai des propos qui sont totalement sincères sur à la fois le caractère massif des violences sexuelles, mais aussi sur leur impunité, sur l'absence de soins que reçoivent les victimes, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose qui est fondamentale, c'est que c'est pas parce qu'on va à traiter ou essayer de répondre à des besoins à l'extérieur que ça veut dire qu'il n'existe pas les mêmes besoins dans le pays d'où on vient, même si ce pays, il a a priori des conditions économiques, sanitaires, etc., bien plus favorables à la base. Donc ça, c'est le premier point, et vous allez vite comprendre quand on va rentrer dans les détails sur les violences sexuelles en France qu'effectivement, on est face à un problème systémique auquel on ne sait pas répondre, en fait. Et la deuxième, enfin, on ne sait pas où on ne veut pas répondre. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Et la deuxième chose, qui est peut-être encore plus importante, c'est d'arriver à comprendre que en cas de crise, dans les contextes de conflit, on va aussi élaborer des solutions qui vont être innovantes, originales,
qui s'avère pouvoir être très utile justement dans les fameuses démocraties consolidées dans lesquelles pour beaucoup d'entre nous on habite et dans lesquelles on les applique pas forcément alors qu'elles seraient des solutions très pertinentes. Donc vous savez qu'il y a vraiment un enjeu, là je parle d'un point de vue un peu plus global sur la solidarité internationale. On a eu très longtemps une diffusion qu'on a appelée Nord-Sud, pour le dire poliment. Euh, Aujourd'hui, dans la pratique ou dans la théorie ou dans ce que cherchent les bailleurs, on est beaucoup dans une logique de transfert sud-sud. C'est-à-dire, les bailleurs sont très très friands de dire, ah bah tiens, il y a une super solution à République démocratique du Congo menée par des acteurs congolais, je donne un exemple, hein, pour l'avoir vécu personnellement, si on allait faire la même chose en Centrafrique. Et évidemment, vous avez bien compris que dans les contextes ou dans une logique aujourd'hui où il y a vraiment des réflexions, heureusement, un peu plus poussées sur le post-colonialisme, le néocolonialisme, etc., c'est, cette question du transfert sud-sud, elle est souvent perçue avec un œil plutôt plus favorable que le transfert de solutions nord-sud. Alors, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en discuter, sans doute peut-être à la fin de la séance. Le transfert sud-sud, c'est pas facile non plus, c'est pas la panacée. Il faut pas imaginer que parce que un acteur centrafricain voit un acteur congolais débarquer dans son pays, il va être beaucoup plus enclin à changer ses pratiques que si c'est un acteur allemand, norvégien ou français. C'est pas du tout le cas, mais c'est pas forcément le cas en tout cas. Donc ça, il faut aussi, enfin, faut aussi le dire clairement parce que même si c'est pas tout à fait politiquement correct. Mais en revanche, il y a une question qui est rarement évoquée ou pensée, c'est la question du transfert sud-nord. Et ça, pour le coup, je suis assez convaincue, et je vais essayer de vous convaincre aussi pendant ce matin, qu'il y a, et sans être dans, comment dire, sans être par contre non plus dans l'angélisme, ni, euh, voilà, c'est justement pas de rendu politiquement correct, mais parce qu'effectivement, il y a des solutions qui ont été développées, alors par des acteurs qui peuvent être du nord, du sud, du nord et du sud, ensemble dans des zones de crise et qui s'avèrent pouvoir être utiles au nord. Et là, effectivement, il est important par contre que les démocraties consolidées, les acteurs de ces démocraties, fassent preuve aussi d'un peu de modestie, d'un peu de clairvoyance pour comprendre que ces solutions peuvent aussi être utiles. Avoir aussi, on va en reparler tout à l'heure, mais le courage de nommer. C'est important dans les violences sexuelles, nommer les choses, mais c'est important aussi quand on a recours à des solutions qui viennent de zones de crise, bah, d'avoir un peu le courage aussi de reconnaître qu'on utilise ces solutions plutôt que de les maquiller sous un autre nom, de les appeler autrement. Et ça permet aussi de faire avancer le débat. Donc aujourd'hui, cette question, on va l'appréhender à travers la problématique des violences sexuelles, pas uniquement sous l'angle des femmes, vous allez rapidement comprendre pourquoi. Ce qui est assez, je le dis d'emblée pour éviter tout malentendu, euh, je n'ai aucun problème à me dire féministe, je n'ai aucun problème à dire que je suis arrivée sur la... Moi, j'ai commencé à travailler sur la thématique des violences sexuelles par un angle féministe et par une approche féministe, ce qui, du coup, là, ne va pas m'empêcher d'étendre la question, et notamment à la question des violences faites aux enfants. Euh, c'est plus le cas pour la France, on est plus dans cette problématique-là que dans le cas des violences faites aux hommes. Même si là, les victimes dont on va parler sont pour la plupart, enfin, peuvent aussi évidemment être devenues adultes, mais on va plutôt se cantonner sur la question des violences. Donc ça ne veut pas dire, je le dis parce que souvent, justement, dans les contextes de crise, les gens qui évoquent les hommes euh, peuvent avoir une mauvaise intention en arrière-plan qui est de nier le caractère sexo-spécifique de certaines violences, que ce soit les violences conjugales ou les violences sexuelles. Et donc, il faut rappeler les proportions hein, dans ce genre de cas. Et donc, on va y revenir, mais globalement, les filles et les femmes restent les principales victimes de violences sexuelles. Et surtout, les hommes sont à plus de 90, 95, c'est très compliqué d'établir des chiffres, mais 95% les auteurs. Donc, il n'y a pas de, je ne, il ne s'agit pas du tout pour moi de remettre ça en question, mais une fois qu'on a posé ça, ça n'empêche pas d'aller regarder un peu ces questions-là, des femmes, les enfants, les hommes, pour aussi essayer d'analyser la question des violences de manière générale et surtout d'analyser les questions de soins, de prise en charge qu'on va aussi largement évoquer durant la séance.
Donc voilà en gros les deux enjeux, il faut que vous les ayez bien en tête, parce que je ne vais pas forcément le redire toutes les 10 minutes, mais c'est ça les enjeux de la séance d'aujourd'hui. Et l'idée, donc, on ne se déconnecte pas de la solidarité internationale, mais on essaye aussi de penser les choses sous un angle un petit peu différent, même si on va y revenir tout à l'heure. Moi, le modèle holistique, je l'ai pratiqué d'abord en enfin, d'abord en RDC, puis en Centrafrique, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça ne s'applique ou ça ne soit valable ou ce soit une idée pertinente que dans ce type de contexte. Alors, on va commencer par Alors, évidemment, Valentina va m'interrompre dès qu'elle veut pour compléter ou amener des nuances ou d'autres commentaires, peu importe, comme elle le souhaite. Et vous, c'est pareil, vous pouvez lever votre main ou même parler, je vais pas me vexer. Dès que vous en ressentez le besoin, l'envie ou que vous souhaitez partager quelque chose. Alors évidemment, je prends la précaution de dire qu'on va parler de violence sexuelle. Je pense que c'est très clair pour tout le monde, mais on va parler de violence sexuelle, on va parler d'inceste, on va parler de violences faites aux enfants. Donc, je vous préviens d'avance aussi que si ça, pour certaines d'entre vous, c'est compliqué, vous pouvez aussi, voilà, faire une pause. Voilà, on va en parler en plus en France, donc ça peut être aussi compliqué pour certaines personnes. Donc, vous êtes aussi libre de couper pendant un moment si vous en avez besoin. Alors, on va commencer par quelque chose de basique qui est très important, qui est de rappeler le cadre juridique. Pourquoi c'est important? C'est que ça va nous permettre de mettre en évidence un paradoxe majeur qui est que les violences sexuelles sont interdites. Je sais que Valentina vous l'a déjà expliqué jeudi soir. C'est vrai en France et on voit qu'on a une évolution. Je vais essayer de vous mettre ça de manière un peu sans que ce soit trop lourd pour les non-juristes, mais de mettre en valeur un certain nombre d'évolutions qui sont importantes dans la législation française. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la réalité correspond au droit. Et ça, je le dis surtout pour les juristes, parce que je pense que pour les autres, c'est assez évident. Mais pour nous, les juristes, on a parfois un peu une pathologie mentale qui fait qu'on a l'impression que si c'est marqué dans une loi ou dans un traité international, ou pire encore dans la Constitution, et surtout si on a des juges, on est sauvé. Or, là, la question des violences sexuelles en France, elle montre clairement que ce n'est pas le cas. Et c'est vrai aussi dans les zones de crise. Alors, la législation, il y a des pays où la législation ne va pas du tout. Mais il y a aussi des pays où la législation, elle pourrait être améliorée, elle est perfectible, mais elle existe en fait. Et le viol est interdit, les agressions sexuelles, c'est interdit, à la fois par les normes internationales, mais aussi par le droit interne. Et c'est vrai, c'est par exemple tout à fait le cas en Centrafrique, où on a fait des études aussi sur le droit. Il y a des imperfections, mais globalement, c'est interdit. Ça ne veut pas dire pour autant que ça correspond à une réalité. Donc ça, c'est déjà important d'avoir ça en tête. Et c'est aussi ce que Dorothée Ducy montre très bien dans un ouvrage d'anthropologie qui s'appelle Le berceau des dominations, qui porte sur l'inceste et qui montre ce que on va dire l'inceste a longtemps été considéré par les anthropologues comme le tabou universel, l'interdiction partagée dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, etc., etc. Et elle, ce qu'elle montre bien, c'est que ce qui existe de manière universelle, c'est le tabou, enfin l'interdiction, le principe de l'interdiction, mais qu'en fait, on retrouve exactement la même chose que dans le droit formel que nous, on utilise, qui est qu'en fait, cette interdiction ne correspond en rien à la pratique de l'inceste qui en fait est généralisée. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ça ne veut pas dire qu'après, il faut plus toucher le cadre normatif parce que ça n'a aucune incidence. Mais quand on fait du droit, c'est quand même bien de se rappeler et de penser le fait que le cadre normatif, il a une grande importance et il est le symbole, au-delà de la norme, il est le symbole de ce que veut dire une société sur un certain nombre de comportements. Parfois, le droit, il est en avance sur la société, et on l'a vu par exemple avec la peine de mort en France, hein, c'était pas gagné, c'est-à-dire ça correspondait pas forcément à une opinion partagée très bien en 1981, l'abolition de la peine de mort, et ça peut permettre des progrès, puisque aujourd'hui, l'abolition de la peine de mort, c'est assez communément partagé. Mais aussi, le droit peut être aussi une coquille complètement vide qui ne va pas produire les effets attendus.
Et donc, vraiment, c'est aussi important de garder en tête que le droit n'est qu'un instrument aussi social parmi d'autres, qui va produire du changement, produire de l'interdiction, mais que c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de tout changement social et que le fait d'adopter une norme n'entraîne pas en une seconde ce changement social. Valentina, vas-y, je vois ta main. Non, en fait, je voulais juste compléter sur ces points-là, dans le sens que, et on a parlé un petit peu de ça jeudi soir, on a les droits, mais on a aussi les normes sociales, qui ne sont pas des normes légales, qui ne sont pas peut-être des normes inscrites dans une loi, dans un décret, mais qui parfois peuvent avoir le même poids. Et donc, quand les normes sociales ne sont pas alignées aux normes légales, c'est là où on peut avoir un gros problème. Alors, normalement, comme Magali disait, ce qu'on peut essayer de faire, c'est vraiment d'aligner les normes sociales et les normes légales. Il y a des contextes où la norme légale peut être un instrument pour plaider aussi et pour travailler sur les changements des normes sociales, y compris les normes de genre, ou c'est le contraire. On peut travailler, on peut faire un travaux à niveau de prévention et des changements de normes sociales qui après peuvent appeler à un changement de normes légales. Mais ce qu'on voit surtout au niveau des violences sexuelles, quand on parle par exemple, oui, il y a une loi qui reconnaît l'interdiction de la violence sexuelle, mais si dans une société, la violence faite aux femmes est acceptée à niveau sociétal, ça fait un gros, ça va travailler contre la mise en place de la loi. Et donc, on peut améliorer, on peut rédiger, on peut s'appuyer pour mettre des ressources pour la mise en œuvre de cette loi-là. Mais si on travaille aussi dans les changements des normes sociales qui font que certains comportements sont acceptés, on n'arrivera pas à avoir un vrai changement. Et, Tout à fait. et notamment quand on parle de genre, quand on parle de relations entre les différents sexes, par exemple, quand on parle de l'acceptation du pouvoir dans certains groupes sur un autre, de certains individus sur des autres, c'est là qu'il y a aussi un gros problème sur lequel il faut travailler. Et parfois, ce qu'on voit, surtout dans des contextes pas en conflit, c'est quand on veut travailler sur les deux plans séparément. Et désolée, peut-être, bah, moi je suis italienne, je suis pas française, mais ce qu'on voit aussi en Italie, c'est que on fait des batailles sur les changements de loi sans l'accompagner avec un travail sur les changements des consciences et de la mentalité de la société. Et donc les changements, ça va forcément être des portées limitées. Euh, Fini. Tout à fait. Alors là, je vais pas rentrer dans tous les détails de toutes les infractions, rassurez-vous, mais quand même, on va parler un tout petit peu donc, des infractions telles qu'elles sont définies dans le code pénal français, avec notamment parce qu'il y a eu des évolutions majeures quand même au cours des dernières années. Alors, je rappelle un point qui est fondamental pour les gens qui ne sont pas juristes, la loi pénale ne rétroagit pas. Donc, c'est très important aussi d'avoir ça en tête. Ça vaut pour les règles de prescription, ça vaut pour les définitions. La loi, une définition d'une infraction pénale, ça vaut pour les faits qui sont commis après l'adoption de cette loi pénale. Donc, ça veut dire aussi que on ne ressent pas tout de suite, et c'est notamment le cas pour les incestes familiaux qui sont anciens, mais c'est le cas aussi, ça peut évidemment être le cas aussi pour des agressions sexuelles ou des viols sur les personnes adultes et notamment sur les femmes. On ne ressent pas immédiatement l'impact de l'application d'une loi parce qu'il faut que les faits aient été commis après l'adoption de cette loi. Donc, une des évolutions majeures qu'on a eues ces derniers mois, c'est la loi du 6 novembre 2025 qui a enfin introduit, alors ça va sans doute poser des problèmes, hein, mais on verra, on les résoudra au moment où ils se présenteront, qui a enfin introduit la notion de consentement dans le code pénal français. Auparavant, les violences sexuelles, elles étaient définies par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Alors, qui permettait de faire des contours du consentement. Évidemment, un acte qui est commis par violence, contrainte, menace ou surprise, on voit bien que c'est quand même en lien avec le consentement. Ça va permettre, en tout cas, ça peut permettre d'en déterminer au moins partiellement les contours.
Mais il n'y avait pas le mot consentement. Donc, on avait beau jeu de dire, de répéter avec l'Organisation mondiale de la santé ou ONU Femmes que le consentement, c'est le cœur de ce qui va faire la différence entre une pratique sexuelle et une violence sexuelle, mais nous, on l'avait pas dans le code pénal. Donc là, la loi du 6 novembre 2025, elle vient redéfinir notamment l'agression sexuelle à travers la question du consentement, on va y revenir tout à l'heure, et elle va donner aussi des précisions sur ce qu'est le consentement. Et elle va préciser que le consentement doit être libre et éclairé. Donc ça veut dire, et ça je pense que vous en avez aussi parlé, que si on fait du chantage, des menaces, qu'on ment, etc., bah, évidemment le consentement n'est pas libre et éclairé. Il est spécifique, donc ça veut dire qu'il va porter par exemple sur certaines pratiques, pas sur d'autres. C'est pas parce qu'on a donné son consentement pour une chose que ce consentement vaut pour toutes les pratiques sexuelles, par exemple. Il est préalable, c'est-à-dire avant, et il est révocable, c'est-à-dire qu'on a le droit de changer d'avis. Et qu'à partir du moment où on a changé d'avis, bah, le consentement n'est plus valable. Donc, ça veut dire que si la personne avait dit oui, puis finalement qu'elle dit non, bah, ça veut dire que toute pratique, tout acte ou tout geste qui va être posé après le changement d'avis de la personne, ça devient de la violence sexuelle. Il s'apprécie au regard des circonstances et, chose aussi très importante, la loi précise qu'il ne peut, enfin c'est même l'article du Code pénal 222-22 du Code pénal qui le dit, que le consentement ne peut pas être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Ça aussi, c'est une évolution très importante qui vient évidemment qui résulte de tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le psychotrauma, sur la sidération des victimes et donc le fait que très souvent, une personne qui va être victime d'agression sexuelle ou de viol va se retrouver complètement figée, ne pas réagir, ne pas crier, ne pas dire non, ne pas se débattre, etc., etc. Donc là, la loi vient reconnaître que si une personne est comme morte en fait, hein, ou au sens où elle ne dit rien, elle ne fait rien, elle ne bouge plus, ça ne donne pas le droit, évidemment, à la personne, ça ne donne aucun droit et ça ne vaut pas consentement. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est fondamental parce que c'est quelque chose qui a beaucoup gêné les personnes victimes, à la fois gêné en termes de culpabilisation des victimes. Bah, pourquoi vous n'avez pas bougé, pourquoi vous n'avez pas parlé, pourquoi vous n'avez pas crié, culpabilité sur culpabilité. Et évidemment, ça a pu gêner aussi la reconnaissance de la commission de l'infraction et donc la condamnation de l'auteur. Parce que, en gros, l'auteur n'était pas censé savoir que si la victime était comme un bout de bois, ça voulait pas dire qu'elle n'était pas d'accord. Donc là, aujourd'hui, la loi vient le reconnaître et c'est aussi, là aussi, il y a un message pédagogique, hein, qui est de dire aussi, qui doit être dans la compréhension qu'une personne qui ne parle pas ou qui ne réagit pas, ce n'est pas normal. Donc, évidemment, quand même, on réaffirme notre violence, contrainte, menace ou surprise, parce qu'on a quand même bâti toute une jurisprudence là-dessus, donc on se garde les quatre termes, en gros, pour dire que, effectivement, s'il y a violence, contrainte, menace ou surprise, très clairement, ça veut dire qu'il n'y a pas de consentement. Euh, la loi réaffirme, ça date un petit peu, heureusement quand même, mais que les relations entre les personnes ne changent rien à la reconnaissance du consentement ou de la violence sexuelle, y compris les liens du mariage. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui est essentiel et ça fait aussi quand même beaucoup débat dans beaucoup de pays, beaucoup de cultures. C'est assez complexe de l'expliquer. Et en France, ça vient se corréler avec la suppression récente du devoir conjugal qui était présente depuis quand même très longtemps. Et donc, il y avait quand même une contradiction entre l'existence d'un devoir conjugal et la reconnaissance du viol conjugal. Et je rentre pas dans les détails, mais il y a des dispositions qui s'appliquent, qui vont faire un peu comment dire, il y a une exception à la compétence territoriale de la loi pour les gens qui vont aller commettre des violences sexuelles sur les mineurs à l'étranger et qui sont passibles de cette même loi. Donc, vous voyez que ça va quand même, c'est quand même une révolution de faire rentrer le consentement. Ça a fait débat beaucoup entre les gens qui étaient favorables et les gens qui étaient contre, avec des lignes de partage qui sont pas non plus manichéennes, hein. Il n'y avait pas, par exemple, les féministes pour le consentement d'un côté et les autres de l'autre. C'est plus partagé parce que ça va aussi sans doute amener des questions de comment le juge va caractériser ou va reconnaître le consentement ou l'absence de consentement. Mais en tout cas, c'est un progrès qui est quand même essentiel. Donc, entrée du consentement dans la définition des violences sexuelles en France.
Avec également une chose qui est importante et c'est pareil, c'est récent, on va y revenir, hein, mais c'est vraiment très récent, le fait d'avoir pris des dispositions qui soient vraiment spécifiques pour les personnes mineures et notamment pour les personnes de moins de 15 ans qui vont venir reconnaître en fait le fait que, en clair, la contrainte va pouvoir être reconnue de fait pour les personnes qui ont moins de 15 ans. Et donc considérer qu'il y a un abus de vulnérabilité qui est présumé et non pas à démontrer sur la victime dès lors qu'elle a moins de 15 ans, dans la mesure où on considère que la personne n'a pas le discernement nécessaire pour accepter ou refuser un acte de nature sexuelle. Mais on va y revenir tout à l'heure, vous allez voir que c'est beaucoup plus récent qu'on ne le pense. C'est exactement la même chose pour les personnes qui sont mineures tout court, c'est-à-dire âgées entre 15, enfin, c'est pas la même chose, mais entre 15 et 18 ans, il y a aussi des modalités spécifiques qui vont s'appliquer pour les relations entre les mineurs et les majeurs notamment, et en cas de différence d'âge. Donc, en gros, là, on vient enfin reconnaître que le consentement ou la violence, menace, contrainte, surprise ne peuvent pas être évalués de la même manière si on parle d'une personne adulte ou si on parle d'une personne qui a moins de 18 ans ou qui a moins de 15 ans. Et ça nous épargnera des décisions de justice absolument dingues où on vient reconnaître que une adolescente, donc c'est-à-dire une enfant de 13 ans, a consenti à avoir des relations sexuelles avec une personne qui est âgée de 25 ans. Ce qui est absolument évidemment scandaleux. Donc ça, normalement, c'est des jurisprudences qu'on devrait beaucoup moins voir dans l'avenir. Donc là, c'est pareil, si on rentre sur les questions, et donc c'est important aussi là que vous ayez bien en tête qu'on va parler des enfants, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette distinction qui est faite à chaque fois sur les violences sexuelles, sur les majeurs, sur les mineurs. Euh, donc c'est l'article 222-23 du Code pénal qui définit en France ce qu'est un viol. Cet article, il a également été complété, modifié par la loi du 6 novembre 2025 pour reconnaître que tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, c'est ça l'ajout de 2025, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Donc on a une définition qui est classique, mais qui est quand même, auquel on a l'acte de pénétration sexuelle, qui est la définition la plus classique du viol, auquel on a ajouté les actes bucco-génitaux ou bucco-anaux. Ce viol, il est condamné de 15 ans de réclusion criminelle, donc j'en profite pour signaler que c'est un crime, hein, et non pas un délit. Et la peine peut monter à 20 ans selon l'âge, la vulnérabilité, ça je ne rentre pas dans les détails, mais il y a possibilité d'avoir des peines plus lourdes. Je vous le disais, on a eu une modification pour ce qui concerne les mineurs, et cette modification de la loi, elle n'a eu lieu qu'en 2021. Donc c'est vraiment une modification récente. Cette loi du 21 avril 2021, elle est venue reconnaître que pour les mineurs de moins de 15 ans et pour les mineurs tout court de moins de 18 ans en cas d'inceste, il n'y a plus à démontrer la violence, contrainte, menace ou surprise, c'est-à-dire que tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, tout acte bucco-génital ou bucco-anal sera considéré comme un viol, sans qu'on ait besoin de démontrer l'absence de consentement, slash violence, menace, contrainte, surprise. Donc ça, c'était évidemment extrêmement important, avec une peine également qui est alourdie à 20 ans de réclusion criminelle. Alors, comme les sénateurs sont de grands romantiques, entre guillemets, nous avons eu droit à l'ajout, malheureusement, de la clause dite Roméo et Juliette, ce qui est complètement aberrant parce que Roméo et Juliette ont le même âge, hein, donc c'est absurde. Mais cette clause, elle va venir adoucir cette règle en, pour les personnes dont l'écart d'âge est inférieur à 5 ans. Ce qui veut dire que là, si l'écart d'âge est inférieur à 5 ans, donc par exemple, une enfant de 13 ans avec un majeur de 18 ans ou plus, enfin pas plus, mais en tout cas, ça peut être aussi 14, 19, 15, enfin, vous avez compris l'idée, hein, c'est un écart d'âge de 5 ans. Dans ces cas-là, il sera possible d'établir que la relation était consentie.
Donc, c'est ce qui est en fait ce qui est quand même un vrai problème parce que 13 ans, 18 ans, je ne sais pas si vous avez, je vous invite à regarder deux personnes, une âgée de 13 ans, une âgée de 18 ans, vous allez vite comprendre que ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a 25 ans, quelqu'un qui a 30 ans. La différence de maturité, la différence physique, etc., etc. Mais enfin, malheureusement, on a encore cette exception, mais au moins, dans l'immense enfin, dans beaucoup de cas, pour les mineurs de moins de 15 ans, et pour les personnes mineures de moins de 18 ans en cas d'inceste, on n'a plus à prouver que la relation n'était pas consentie ou qu'il y avait menace, violence, menace, contrainte et surprise. Vas-y, Valentina. Désolée d'interrompre, mais juste parce que quand tu as présenté la séance, tu as souligné l'effet que sur la coopération nord-sud et sud-nord. Alors, juste pour montrer que parfois les pays occidentaux sont un petit peu en arrière concernant d'autres législations, jeudi soir, on a parlé de la question de l'abus exploitation sexuelle dans les contextes humanitaires. Donc, de toutes les relations de nature sexuelle qui peuvent arriver entre, par exemple, des travailleurs humanitaires sur des communautés. Et là, j'avais souligné l'importance de l'aspect de l'abus de pouvoir et de la différence de pouvoir entre quelqu'un qui peut donner une assistance et qui joue un rôle qui ont du cas du pouvoir concernant des populations et des communautés qui ont ou qui sont d'avoir moins de pouvoir. Alors, déjà à partir des années 2000, les Nations Unies, la communauté internationale a fixé 6 principes standards qui règlent tout ce qui est le travail sur l'exploitation et la violence sexuelle dans les contextes humanitaires. Un de ces standards dit que toute activité sexuelle avec les enfants est considérée comme abus sexuel. Donc, il n'y a pas à questionner la question du consentement, de la violence, de la contrainte. On dit tout simplement que toute activité de nature sexuelle avec un enfant est considérée comme abus sexuel. Ça, à niveau international, quand on regarde les relations entre, par exemple, un staff ou un volontaire qui travaille dans la crise d'assistance et un enfant qui, par exemple, se trouve dans une communauté. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est un double standard et il y a à nouveau comment dire, des catégories de vulnérabilité différentes, mais là, vous voyez que la protection est complète pour un enfant. Je les mets là juste comme peut-être un élément de réflexion pour nous. Voilà. Là, il n'y a pas de clause Roméo-Juliette, en tout cas. Voilà. Fini. Heureusement. On peut espérer que ce genre de clause finisse par disparaître à un moment donné pour simplement reconnaître la vulnérabilité, notamment des personnes, alors des mineurs de manière générale, et encore plus des personnes qui sont âgées de moins de 15 ans. Donc voilà la situation en France et donc je répète que ça veut dire qu'avant 2021, on a notamment, je me rappelle cette histoire entre un maître nageur et une jeune fille de 13 ans où à la fin, il a été considéré que cette jeune fille était consentante et donc il n'y avait pas viol. Donc vous imaginez les débats et vous imaginez aussi l'impact, c'est ça aussi qui est important, hein, c'est l'impact sur la victime dont on va disséquer pendant toute une procédure judiciaire le comportement, ce qu'elle aurait dû faire, etc., pour à la fin ne même pas. Donc la responsabilité en fait va être partagée entre l'auteur et la victime, et on va voilà venir à nouveau culpabiliser et interroger, et ce qu'on observe souvent, hein, le comportement de la victime plutôt que d'interroger le comportement, y compris d'ailleurs son activité sexuelle précédente, etc., etc., plutôt que d'interroger le comportement de l'auteur. Et on va revenir tout à l'heure sur le fait que déjà les victimes, elles ont vraiment pas besoin, elles savent déjà très bien se culpabiliser toutes seules, elles ont vraiment pas besoin qu'on vienne leur rajouter des couches dessus de culpabilité et de questionnement totalement... qui ne contribuent même pas en fait à l'établissement de la vérité en matière pénale. Alors, on va retrouver la même chose sur l'agression sexuelle. C'est l'agression sexuelle qui a subi, on va dire dans l'article 222-22, la principale modification de définition, puisque cet article va dire très clairement que constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. Donc c'est là vraiment que la notion de consentement va vraiment rentrer dans les faits constitutifs de l'infraction d'un point de vue
pénale. Une agression sexuelle, alors évidemment, par contre, on garde dans l'article 222-22-1 notre agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, parce que je pense qu'on va se les garder un bon moment, hein, ces quatre termes. Et donc, l'agression sexuelle, elle est punie. Donc là, on est face à un délit et elle est punie de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, avec des peines qui peuvent aller jusqu'à 7 ans selon les cas. Là, on va partir sur une autre infraction qui peut se croiser avec la question des mineurs, mais pas toujours, qui est la question de l'inceste. L'inceste, ce n'est pas déterminé, ce n'est pas une infraction qui est d'abord déterminée par l'âge de la victime. C'est un type d'infraction qui va être caractérisé par la relation ou le type de relation entre la victime et l'auteur. Donc, ça peut concerner des mineurs, ça peut aussi concerner des majeurs. En revanche, au regard du type de relation dont il est question et qui sont des relations familiales, ça va davantage concerner des mineurs que des majeurs. Mais c'est vraiment la relation victime-auteur qui va venir qualifier ou caractériser les infractions qui sont liées à l'inceste. Pour ces infractions, aujourd'hui, enfin, il n'y a plus besoin de caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Et là, ça, c'est depuis 2021. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va considérer justement que la relation entre la victime et l'auteur amène de fait un abus de vulnérabilité et l'absence de consentement possible. La relation, l'inceste, c'est quoi? Ce sont des viols ou des agressions sexuelles qui sont commis par un ascendant, donc ça veut dire le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère, les collatéraux, donc c'est-à-dire le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le grand-oncle, la grande-tante, le neveu, la nièce, et également toutes les personnes qui vont être liées par le mariage, le concubinage ou le pax à ces personnes. Donc ça veut dire la mère, le père, le beau-père, quelle que soit la relation, voilà. Et ça veut dire aussi pareil, c'est la tante on va dire liée par le lien biologique, mais c'est aussi la tante ou l'oncle par alliance. Donc ça concerne les relations ascendantes et les relations latérales, et latérales ascendantes aussi. Et c'est ça qui va permettre de déqualifier ce qu'est un inceste. Et donc l'inceste est reconnu en droit français. Ça va à la fois amener à justement supprimer cette condition violence, contrainte, menace, surprise, et ça va amener également une aggravation des peines par rapport à celle que je viens de vous indiquer. Le harcèlement sexuel, comment c'est défini en France? Il y a deux types de harcèlement sexuel. Il y a le harcèlement sexuel qui va être caractérisé par le fait d'avoir de façon répétée. C'est ça qui va faire la différence entre les deux types de harcèlement. De façon répétée, eu des propos, des comportements à connotation sexuelle ou sexiste, c'est pas que sexuel, c'est aussi sexiste, qui vont porter atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créer une situation désagréable, enfin intimidante, hostile ou offensante. Donc pour les propos ou les comportements à connotation sexuelle ou sexiste, il faut qu'on ait un comportement répété. En revanche, on n'a pas besoin d'avoir cette répétition pour le harcèlement sexuel qui va consister à utiliser toute forme de pression dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle, que ce soit à son propre profit ou au profit d'un tiers. Donc, deux types de harcèlement sexuel. C'est vraiment important aussi de faire la différence puisqu'il y a la notion de répétition ou de pas de répétition. Et évidemment, là aussi, on est face à un délit. Alors, par contre, attention, hein, si le harcèlement sexuel aboutit à une agression sexuelle ou un viol, on cumule, hein. Enfin, c'est pas indépendant, mais il y a rien de péjoratif dans mon mot, ce que je veux dire, mais le simple fait d'avoir commis le harcèlement, même si ça n'aboutit pas à une agression sexuelle ou à un viol, c'est déjà un délit qui est punissable au minimum 2 ans, enfin au minimum. La peine la plus basse définie, c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Et ça peut s'aggraver encore en fonction des circonstances, des liens d'autorité, etc., etc.
je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais on a aussi des infractions qui vont être spécifiques aux mineurs. Donc le viol et l'agression sexuelle, vous avez compris, ça vaut pour tout le monde avec des définitions ou des peines différentes selon si on est majeur, selon si la victime est majeure ou mineure. Il y a aussi des infractions qui ne sont valables que dans le cas où la victime est mineure, et ce sont notamment la corruption de mineurs et la proposition sexuelle faite aux mineurs, et notamment aux mineurs de moins de 15 ans, qui constituent en eux-mêmes des comportements qui sont des infractions avec des peines qui vont avec, qui sont des délits. Donc, on voit bien qu'il y a quand même tout un arsenal qui est prévu concernant les mineurs pour essayer de juguler l'ensemble des comportements qu'on va retrouver également dans la notion d'atteinte sexuelle, dont j'avoue que je ne me suis pas encore renseignée exactement sur ce que ça vise, parce que on est sur des atteintes sexuelles qui ne sont pas les viols, pas les agressions sexuelles, donc il faudrait voir exactement ce que ça regroupe comme fait, mais là aussi, le but c'est de n'avoir aucun trou dans la raquette, entre guillemets, pour que toutes les formes d'atteinte sexuelle, y compris lorsqu'on n'arrive pas à caractériser le viol ou l'agression sexuelle, puissent être punies. Chose très importante qui a été ajoutée, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet, je ne sais pas si vous le savez, mais la France est un des pays dans lesquels on retrouve le plus de pédopornographie en ligne. Donc c'est un phénomène qui est vraiment extrêmement grave, parce que la pédopornographie, ça veut dire qu'il y a de la criminalité et de la pédocriminalité sur des mineurs, hein, c'est pas juste des images avec des gens qui n'existent pas. Euh, ces images, même si les gens n'existent pas, ça peut amener des passages à l'acte sur des vraies personnes, mais aussi ça veut dire que dans la plupart des cas, on a commis des agressions ou des viols sur de vraies personnes pour produire ces images. Et donc, le fait, par exemple, pour un majeur de solliciter d'un mineur la diffusion ou la transmission d'images, de vidéos ou de représentations à caractère pornographique d'un mineur, c'est déjà une infraction. Et c'est puni de 7 ans d'emprisonnement. C'est pas anecdotique non plus comme peine, et de 100 000 euros d'amende. Et c'est évidemment aggravé si le mineur a moins de 15 ans. Donc, je dis aussi tout ça dans une perspective de prévention, hein. Vous l'avez compris, c'est culture générale, mais c'est aussi prévention. Ça veut dire qu'il y a des comportements qui sont interdits par la loi. Et donc, tout le fait de demander des images ou des vidéos ou toutes sortes de supports à caractère pornographique d'un mineur, et plus encore d'un mineur de moins de 15 ans, c'est strictement interdit et c'est un délit puni par la loi. Pareil, alors ça c'est plutôt à vocation pédagogique ce que je vous dis que pour la séance aujourd'hui, mais c'est que c'est quand même devenu aussi quand même une épidémie mondiale cette histoire, le fait de diffuser un contenu à caractère sexuel sans le consentement de la personne est un délit. Même si cette personne vous a transmis des photos d'elle, des vidéos d'elle, de son propre consentement dans le cadre d'une relation ou pas de relation d'ailleurs, peu importe, si vous diffusez ces images sans son consentement, c'est un délit qui peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. Donc, tout ce qu'on appelle avec des mots un peu anglophones, là, le revenge porn, etc., c'est pas juste inacceptable sur le plan moral, c'est aussi une infraction. Donc, tout ça pour vous montrer que nous avons en France, et ça évolue de plus en plus, un nombre important d'infractions qui viennent punir tous les types d'actes de nature sexuelle que la France estime, dans son droit pénal, devoir interdire et qui constituent soit des délits, soit des crimes. On a également, je ne rentre pas dans les détails, mais on a obtenu également une modification importante des règles de prescription. Les règles de prescription, c'est ce qui va faire qu'au bout d'un certain temps, on ne peut plus poursuivre une personne pour une infraction qu'elle a commise. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'application de la prescription, mais ce qui est important de retenir, c'est que ces règles ont évolué dans le temps pour protéger les mineurs victimes d'un certain nombre d'infractions à caractère sexuel et permettre que ces personnes puissent bénéficier de délais de prescription allongés, c'est-à-dire qu'elles aient plus de temps pour pouvoir déposer plainte que dans le cadre d'autres types d'infractions qui sont dans la même catégorie. Donc, en France, bon, la contravention, c'est 1 an, le délai de prescription. Le délit, c'est 6 ans. Mais
qui vont être modifiées. Pour les agressions sexuelles ou les atteintes sexuelles commises sur les mineurs, c'est 20 ans après la majorité. Donc vous imaginez l'énorme écart, hein. On passe de 6 ans à 20 ans après la majorité, donc c'est-à-dire à partir des 38 ans de la personne, ça se prescrit. Et ça peut être 10 ans après la majorité pour les autres infractions sexuelles commises sur mineurs. On a enfin le même. En gros, on a un allongement également pour les crimes, donc c'est-à-dire pour les viols, hein, pour le dire simplement. Le délai de prescription normal en France, c'est 20 ans après la commission des faits. On passe à 30 ans après la majorité, donc c'est-à-dire 48 ans pour les viols ou proxénétisme commis sur mineurs. Alors attention, là on va retomber sur les questions qui sont, on va y revenir tout à l'heure dans le cas de l'affaire Bétarab, qui sont très importantes. Ça ne rétroagit pas. Donc ça veut dire que ces règles de prescription ne s'appliquent qu'aux faits qui ont été commis après l'adoption de ces nouveaux délais. Et ces nouveaux délais, ils rentrent en vigueur à partir du 3 août 2018. Donc, je me rappelle, il y avait déjà des règles spécifiques, mais qui étaient beaucoup moins favorables avant 2018 qu'après 2018. Donc, ça veut dire que là, on va avoir une différence. Si le viol a été commis le 1er août 2018, on n'a pas ces règles qui s'appliquent. Si c'est le 4 août 2018, ce sont ces règles qui s'appliquent. Et ça, pour les victimes, c'est souvent assez complexe à comprendre et aussi d'ailleurs à accepter. Et on a ajouté, depuis le 21 avril 2021, ce qu'on appelle la prescription glissante, c'est-à-dire que le délai de prescription va se coller. Si par exemple une personne a commis des viols en série sur des mineurs pendant des années, le délai de prescription va partir à partir du dernier acte commis et non pas remonter pour chaque personne aux différents faits qui ont été commis. Donc ça rouvre en quelque sorte le délai de prescription pour les faits antérieurs. Ça s'applique aux faits commis après le 21 avril 2021. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment un énorme écart. Pour ressentir l'effet de ces règles, ça prend du temps, en fait. Et là, donc, par exemple, toutes les violences sexuelles commises sur mineurs dans les années 90, 80, 2000, etc., donc c'est-à-dire tout ce qui se rouvre aujourd'hui, ne bénéficie pas de ces nouvelles règles de prescription. Et on va également avoir, et ça c'est aussi très important, un allongement du délai de prescription pour le délit de non-dénonciation des sévices faits aux enfants. Parce que ça c'est un vrai fléau aussi, qui vont être prescrits seulement 10 ans après la majorité de la victime. Pourquoi on a ces règles de prescription particulières? Pour deux raisons majeures. Première raison, bah, on considère que notamment dans les cas d'inceste, mais c'est pas vrai que dans les cas d'inceste, évidemment, si vous êtes mineur, vous êtes en situation de dépendance et de vulnérabilité et vous n'êtes pas nécessairement en mesure d'aller déposer plainte si vous le souhaitez. Deuxièmement, les violences sexuelles génèrent une mémoire traumatique particulière qui porte atteinte à la mémoire en fait des personnes. Certaines personnes soit ont des amnésies traumatiques, soit ont des souvenirs qui sont extrêmement vagues, faits d'images. Ces souvenirs peuvent leur donner une impression d'irréalité ou alors peuvent être très décousus, etc., etc. Et donc, on considère qu'en raison de cette mémoire traumatique particulière, il est nécessaire que les personnes disposent de temps pour pouvoir déposer plainte, le temps qu'ils aient pu recevoir des soins, que cette mémoire traumatique revienne, etc., etc. Donc voilà l'arsenal que nous avons, donc qui a évolué dans le temps et qui semble plutôt protecteur. Est-ce que vous avez des questions d'abord là-dessus ou pas? Pas de questions. Très bien. On va essayer maintenant, par contre, de mettre comment dire, en vis-à-vis ce cadre normatif dont on vient de parler avec la réalité. Et on va s'apercevoir que, bah, en fait, on a l'impression d'avoir un cadre qui était déjà protecteur et qui devient de plus en plus protecteur, et que ce cadre ne correspond pas à la réalité de ce que vivent aujourd'hui en France et hier et sans doute malheureusement demain les personnes victimes de violences sexuelles en France. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chiffres? Alors déjà, pour trouver des chiffres, ça je pense que Valentina, et puis ça c'est vrai dans les contextes de crise exactement comme en France, pour les violences sexuelles, on a beaucoup de mal à avoir des chiffres. C'est pareil pour les violences conjugales, c'est pareil pour, de manière générale, toutes les violences qui vont être faites aux femmes et aux enfants. On a beaucoup de mal à avoir des chiffres qui ont un vrai sens
parce que on n'a pas beaucoup de dépôts de plainte et que on n'a pas beaucoup de personnes qui vont, on va le voir tout à l'heure aussi, accéder à des soins. Donc, on a très peu, on voit en général le sommet de l'iceberg et donc il faut essayer d'extrapoler les chiffres qu'on a ou de travailler sur ces chiffres pour essayer d'avoir une vision à peu près euh, réaliste de la situation des violences. Et vous allez voir que même avec des estimations qui sont considérées comme minimales, on obtient des chiffres qui sont très élevés pour la France. En moyenne, donc l'Observatoire national des violences faites aux femmes, qui dépend du gouvernement, hein, c'est pas, on n'est pas face à une association militante, même si les associations militantes peuvent avoir des chiffres très intéressants aussi. Cet Observatoire national des violences faites aux femmes estime que chaque année, je dis bien chaque année, 217 000 femmes âgées de 18 à 74 ans sont victimes de viols, de tentatives de viol ou d'agressions sexuelles. 217 000. Et là, on va retrouver aussi des statistiques, c'est-à-dire, il n'y a rien d'original en France hein, sur les caractéristiques de ces violences, donc déjà elles sont très nombreuses. Mais aussi, dans 49% des cas, ces agressions sont perpétrées par une personne connue de la victime. C'est ça aussi, évidemment, qui rend difficile, qui peut rendre en tout cas plus difficile la dénonciation des faits qui sont subis, puisqu'on va connaître la personne, on a des liens avec cette personne, donc ça peut générer évidemment de la peur, de la dépendance économique, mais aussi de la dépendance affective, qui va aussi limiter la possibilité pour les personnes concernées d'aller déposer plainte. Sachant également que dans 21% des cas, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint qui est l'auteur des faits. Donc 21% des cas, ça veut dire une agression ou un viol ou tentative de viol sur 5, sur les 217 000. Donc c'est des chiffres qui sont massifs. Sur ces viols, tentatives de viol ou agressions sexuelles, seuls 6% des victimes vont aller déposer plainte. Qu'elles maintiennent ou qu'elles retirent ensuite leur plainte, il n'y a que 6% des victimes qui vont déposer plainte. Donc là, je vous le dis tout de suite, c'est pas mieux que la Centrafrique, c'est pas mieux que la République démocratique du Congo. C'est des chiffres qui sont extrêmement bas et qui vont aboutir à la situation que, et on va voir, c'est pire encore pour les enfants, que une femme sur 7 est victime d'un viol ou d'une agression sexuelle au cours de sa vie en France, et c'est un homme sur 25. Vous voyez bien, par contre, là, la disproportion quand même très importante entre les chiffres. Valentina, vas-y, n'hésite pas. Oui, c'était juste peut-être pour les participants, parce que je ne sais pas si vous êtes habitués à être confrontés aux données sur la violence sexuelle. Il y a plusieurs données qu'on peut récolter et qu'on peut partager. Alors, souvent, il y a une grosse confusion sur les données qu'on partage. Juste pour que vous compreniez un petit peu la différence. Une chose, ce sont les données sur la prévalence. Ça veut dire les données des cas euh, que les victimes décident de partager avec, peut-être même par exemple avec leurs voisins, avec un membre de la famille. Et normalement, ce sont les données, par exemple, récoltées par un observatoire. Une autre chose, ce sont les données administratives, ça veut dire les données reportées au service, que ce soit l'hôpital, que ce soit un service social, que ce soit la police. Donc, il ne faut pas faire confusion parmi les deux. Ce sont deux typologies de données différentes. Il y a plein de données, par exemple, moi, en tant que victime, je peux décider de les rendre dans les cadres, par exemple, des surveys nationaux qui sont récoltés sur la violence, mais ce sont des données qui ne vont pas forcément être reportées dans un service de prise en charge. Et donc, si vous regardez les données que, par exemple, les hôpitaux, les centres des luttes anti-violence ou la police va après diffuser ne sont pas alignés. Mais la raison, c'est parce que vraiment, ce sont des typologies de données différentes. Et une autre chose encore, c'est l'incidence. Donc vraiment, les cas qui se produisent, dont on ne saura jamais qu'ils se sont produits parce que la personne ne va même pas raconter ça à la sœur, à l'ami, à la mère. Donc, quand on parle des données, souvent, surtout dans les réseaux sociaux, on fait beaucoup de confusion sur les données.
C'est juste pour que vous sachiez qu'il y a des différentes typologies des données qui regardent une entrée du reporting différente. Voilà. Tout à fait. Et c'est vraiment, c'est vraiment important de l'avoir en tête parce que ça montre déjà que quand on arrive à avoir on a beaucoup de mal à démontrer la systémie, en fait, des violences à cause de cette problématique de chiffres et de cette problématique de dénonciation. Ce qui ne veut pas dire que, évidemment, il faut incriminer les victimes qui ne dénoncent pas ou qui ne cherchent pas d'aide, parce qu'on va voir tout à l'heure que la problématique, c'est que dénoncer les violences, ça a un coût multiple dont on va parler, mais qui est très important pour les victimes. Donc, avant de dire aux victimes, venez dénoncer, venez parler, venez témoigner, venez déposer plainte, il s'agit de bien réfléchir à ce qu'on est capable de leur offrir une fois qu'elles ont dénoncé les violences qu'elles ont subies. Alors, c'est pas du tout pour être morbide, mais ça veut dire très concrètement, ces chiffres, que parmi les personnes qui sont connectées ce matin, même si vous n'êtes pas nombreux et nombreuses, il y a forcément des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. C'est ça qu'il faut comprendre quand on est en France, et on va y revenir pour les enfants, c'est la même chose dans les classes. Les victimes de violences sexuelles, c'est pas des gens qu'on ne connaît pas. Mais ça veut dire aussi qu'on connaît des victimes. En général, on a relativement de facilité à accepter, voire à apporter de l'aide aux personnes victimes qu'on connaît. Mais ça veut dire aussi qu'on connaît des auteurs. Et ça, c'est en général beaucoup plus compliqué d'accepter que son copain, son ami, son père, son oncle, son grand-père, son grand-oncle, parfois une femme de la famille, même si c'est quand même beaucoup plus rare, sont des auteurs de violences sexuelles. Et ça fait partie évidemment du problème de la réponse qu'on va faire aux victimes de violences sexuelles, y compris et notamment en France. Voilà donc pour les femmes adultes. Ça veut dire qu'en France, on a, donc je vous ai dit, hein, il y a 217 000 femmes victimes chaque année de viol ou d'agression sexuelle ou de tentative de viol en France. On a en moyenne 6 300 condamnations par an. Donc vous voyez bien, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vous regarderez les chiffres si ça vous intéresse, mais vous voyez bien qu'on a un problème majeur de disproportion totale entre un nombre de condamnations qui est bas par rapport à un nombre de violences qui est haut. Alors, quand on veut résumer les choses en France, même si le chiffre est contesté et contestable, on estime qu'il y a en gros 1% des viols commis en France qui font l'objet d'une condamnation. 1%. Donc, tout ça pour vous dire que quand on va reparler tout à l'heure de la naissance du modèle holistique, des viols de guerre et compagnie, on n'a vraiment aucune leçon à donner à personne sur la manière dont on va sanctionner sur le plan judiciaire les auteurs d'infractions sexuelles en France. C'est catastrophique et c'est pathétique. Et les juridictions, ça aussi on va y revenir, ont parfois, enfin c'est pas les juridictions, c'est certains magistrats, qu'ils soient du siège ou du parquet, ont parfois bien du mal à reconnaître la limite en fait de la justice pénale aujourd'hui en tout cas pour répondre à ces violences sexuelles. Et c'est un problème parce que pour pouvoir, et ça c'est un gros truc de la gestion de projet, donc ça me permet de faire une petite digression rapide sur la solidarité internationale, pour pouvoir construire des solutions, il faut quand même reconnaître le besoin. Si, tant qu'on n'a pas reconnu le besoin, là, ensuite, en deuxième étape, le fait que les solutions qu'on a sont défaillantes ou déficientes, on ne peut pas construire des solutions nouvelles ou accepter des solutions nouvelles. Pour autant, les chiffres sont ceux-là, et contrairement à ce qu'on pense, la situation ne s'est pas beaucoup améliorée, voire pas du tout améliorée depuis MeToo, MeToo inceste, etc. On a un très grand nombre, on a des violences qui augmentent, des dénonciations qui augmentent, et on n'a pas forcément beaucoup plus de condamnations qui ont lieu. Donc, il ne faut pas s'imaginer que parce qu'une partie de la parole a pu se libérer, ça veut dire que la question est résolue dans les comportements et ensuite dans les réponses qu'on va donner en cas d'infraction ou de violences qui ont été commises. Donc, on a vraiment une grosse problématique de réponse judiciaire aux violences sexuelles en France. Cette situation, comment dire, elle a quand même amené, et ça je vais y revenir après, je ne vais pas trop vous expliquer tout de suite, mais
La question du caractère systémique des violences sexuelles en France, elle a été remise sur le devant de la scène, évidemment par MeToo, mais oui, heureusement, mais aussi par l'existence de commissions qui sont venues euh, démontrer l'importance très forte des violences commises en France, des violences à caractère sexuel, mais aussi, et c'est ça qui est très important, c'est pas seulement les violences, que les violences sont numériquement importantes, mais c'est aussi que nous ne sommes pas collectivement capables d'y répondre. Et c'est ça aussi l'enjeu. Et là, je viens de parler du volet judiciaire, mais ce n'est pas que sur le volet judiciaire qu'on n'est pas capable d'y répondre. Ça veut dire que tout le caractère systémique, il vient du nombre, mais il vient aussi de l'incapacité du système, France, on va dire, dans toutes ses dimensions, les familles, les institutions de toute nature, à répondre correctement aux violences qui sont commises et donc à apporter des solutions adaptées aux victimes. La première commission qui a mis en exergue ou remis en exergue ce caractère systémique, c'est la CIAZ. La CIAZ, c'est la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. La personne que vous voyez en haut à droite, c'est Jean-Marc Sauvé, c'est qui a présidé la CIAZ, donc, et qui est, je le dis pour nos amis les plus jeunes d'entre nous, qui est l'ancien vice-président du Conseil d'État. Donc Jean-Marc Sauvé, donc c'est un très 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 haut fonctionnaire français puisqu'il a été aussi secrétaire général du gouvernement, conseiller d'État, etc. Donc les plus hautes fonctions qu'on peut occuper dans cette administration. Entre 2015 et 2000, on va dire au cours des années 2000, mais aussi avec une très forte augmentation au début des années 2010, il y a eu un grand nombre de scandales d'abus sexuels dans l'Église, qui n'ont pas forcément abouti à des condamnations pénales, voire même qui n'ont quasiment jamais abouti à des condamnations pénales, du fait de la prescription, notamment du fait de la prescription. Et là, on parlait vraiment d'abus sexuels commis par des religieux sur des enfants. Et ça a donné cette fameuse phrase du cardinal Barbarin, grâce à Dieu, c'est prescrit, qui a évidemment été quand même très mal acceptée dans l'opinion publique. Et toute cette conjonction d'éléments et de dénonciations a amené la création de la SIAZ, qui a été créée conjointement par la Conférence des évêques de France et par la Conférence des religieux et religieuses de France, la COREF, qui ont donc demandé à Jean-Marc Sauvé de mettre en place une commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui était chargée de faire la lumière sur les violences sexuelles au sein de l'Église catholique française depuis 1950, d'examiner comment ces affaires ont été ou non traitées, d'évaluer les mesures prises par l'Église pour y faire face et de faire toute recommandation utile. Cette commission, elle a travaillé de février 2019 à octobre 2021, date à laquelle elle a rendu son rapport. Jean-Marc Sauvé, je le dis immédiatement parce que il n'en fait pas, il ne s'en cache pas, il l'a dit publiquement. Jean-Marc Sauvé, il a très longtemps hésité entre une carrière de fonctionnaire et une carrière de religieux. C'est un catholique tout à fait convaincu. Par ailleurs, il a travaillé au sein du cabinet ministériel de Robert Badinter, donc vous voyez à peu près où il se situe d'un point de vue politique et religieux. On n'est pas face à un beatnik, hein, voilà, mais on est face à, et ni quelqu'un qui est anticlérical. Pour l'avoir côtoyé durant les travaux de la SIAZ, il a été profondément, humainement choqué, bouleversé, tout ce qu'on veut comme terme, par ce qu'il a découvert dans le cadre des travaux de la SIAZ. Et ces découvertes, c'était notamment l'ampleur des abus sexuels commis sur les enfants, dont évidemment, si la commission a été mise en place, c'est bien qu'on se doutait qu'il y avait un problème, mais dont on n'imaginait ni l'ampleur, ni totalement le dysfonctionnement de l'Église face à ces violations. La SIAZ, elle a travaillé notamment, et on y reviendra tout à l'heure, sur la base d'un immense appel à témoignages qui a donné lieu à un recueil de très 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 nombreux témoignages notamment de victimes évidemment, qui ont permis à la commission de mener ses travaux. Elle a aussi mené des recherches archivistiques et aussi toute une importante étude sur laquelle on va revenir, qui a été notamment menée par l'INSERM, qui avait pour but d'évaluer dans la population générale qui avait subi des violences sexuelles dans l'enfance et dans quel endroit.
Et évidemment, sur la base des témoignages, il y a aussi eu des séries d'auditions. Je ne rentre pas dans les détails, vous pourrez lire tout ça si ça vous intéresse, mais des séries d'auditions qui ont été organisées pour recueillir la parole des victimes, mais aussi recueillir la parole d'experts et essayer, ça a été très compliqué, de recueillir la parole de prêtres agresseurs pour essayer de comprendre ces violences qui s'étaient passées. Quels ont été les résultats de ce travail? Les résultats, ça a été de montrer que, euh, en gros, entre 1950 et 2019, on avait plus de 330 000 personnes victimes qui étaient aujourd'hui, au moment de la publication du rapport, majeures et vivantes, qui avaient été victimes de violences sexuelles commises par un religieux, dans tous les cadres confondus. Donc 330 000, c'est absolument évidemment énorme, et que ça concernait donc 6% des victimes de violences sexuelles françaises. Bon, je passe sur les autres points qui sont moins importants pour le travail qu'on fait aujourd'hui. Ce qui était important, c'est de montrer que concernant les mineurs, l'Église catholique est le lieu dans lequel on commet le plus de violences sexuelles sur les enfants, à l'exception très importante de la famille, qui reste le lieu où très majoritairement les violences sont commises. Donc en gros, ça veut dire que la famille est le lieu où on commet le plus de violences sexuelles sur les enfants, d'où l'importance de comprendre ce qu'est l'inceste. Mais le deuxième lieu, c'est-à-dire avant les colonies de vacances, avant le sport, avant l'école publique, etc., le deuxième lieu où on commet les violences sexuelles sur les enfants en France, c'est l'Église catholique. Ce qui n'est pas un hasard non plus parce que historiquement, l'Église catholique, évidemment, d'un point de vue religieux, a une importance très forte en France, plus que les autres religions, quelles qu'elles soient. Ça veut dire également que et vous voyez là les chiffres, hein, dans le tableau à droite, vous voyez la prévalence des victimes d'abus sexuels selon les milieux, et vous voyez bien que il y a un écart significatif entre la famille, l'Église, mais ensuite aussi les autres lieux où on commet des violences sexuelles. Ce qu'on va observer aussi, ce que vous voyez en bas, c'est que les victimes de violences sexuelles dans l'Église présentent une caractéristique euh, particulière qui est on a beaucoup plus de garçons dans les victimes d'un membre du clergé, parmi les victimes d'un membre du clergé, que dans le reste de la société, ce qui s'explique aussi par l'ensemble des internats catholiques qui ont pu exister et qui étaient, euh, en gros, les religieuses s'occupaient de la scolarité des filles. Il y a pu y avoir des violences sexuelles, elles restent très minoritaires. Et il y a évidemment, ce sont plutôt les religieux ou les membres du clergé masculin qui s'occupait des garçons avec donc un nombre de violences sexuelles important et donc plus important parmi les garçons que parmi les filles. Voilà donc pour le premier résultat majeur, c'était de montrer le caractère massif des violences sexuelles commises au sein de l'Église catholique en France, donc avec ce chiffre de 330 000, et donc un lieu euh, qui n'est pas un lieu, et ça, je le répète, hein, c'est pas un lieu de violence parmi d'autres, c'est le deuxième lieu de violence en France pour les mineurs. Je rentre pas non plus dans les détails. Évidemment, il y a plusieurs formes d'abus différents commis au sein de l'Église, et notamment il y a tout ce qui peut se passer au sein des paroisses, au sein des familles, mais aussi évidemment tout ce qui va concerner les abus scolaires ou les abus éducatifs. Et là encore, il y a évidemment le fait d'être dans un environnement religieux va donner aux violences sexuelles une coloration particulière au sens où on va avoir des dispositifs d'emprise qui vont être colorés par cette dimension catholique, avec notamment tout ce qui va concerner les sacrements, la vocation, la charité, qui vont venir avoir un, comment dire, une incidence sur la manière dont les violences sexuelles sont commises. Selon les périodes, on va avoir
comment dire, une prévalence des violences qui va être différente, mais aussi des réactions qui vont être différentes. Là, vous voyez ici la prévalence, c'est-à-dire on a des violences qui vont être euh, massives, notamment, enfin encore plus massives dans les années 70 et 80 qu'elles n'étaient avant et qu'elles ne seront après, et comment dire, des réactions de l'Église, parce que je vous le dis, je répète un point qui est vraiment important, hein. Il y a la question du nombre des violences et il y a la question de comment on réagit face à ces violences. Et la réaction est tout aussi importante que le nombre des violences, à la fois pour la victime, c'est-à-dire dans les conséquences qu'elle va subir au cours de sa vie. Il y a la violence, mais il y a tout ce qui va se passer après la violence, c'est extrêmement important. Et ça va aussi sur la société, évidemment, ça a un rôle aussi essentiel. Donc, ce que la SIAZ va établir, c'est qu'en gros, entre les années 50 et les années 1970, on va avoir la volonté de cacher le scandale que peuvent constituer les violences et de sauver les agresseurs en occultant complètement ce qui peut arriver aux victimes. Les victimes n'existent pas. En gros, on leur demande de se taire, on déplace le prêtre, fin de l'épisode. Dans les années 70 à 90, on va avoir euh, un reflux en fait de la question ou de l'importance des violences sexuelles au sein de l'Église parce qu'on a une crise des vocations, pour dire les choses, au sein de l'Église catholique française. Et c'est donc ça qui va devenir la préoccupation majeure de l'Église catholique et pas du tout les violences qui peuvent être commises et les victimes. Et à partir des années 90, on va quand même avoir une petite évolution progressive, mais qui n'est pas du tout identique dans tous les diocèses et en fonction des individus sur une prise de conscience de l'existence des victimes, une prise de conscience donc évidemment progressive, et des débuts timides de reconnaissance de ce qui a pu arriver aux victimes, mais avec quand même un basculement qui va plutôt s'opérer à partir de l'année 2010 sur un changement de pratique, c'est-à-dire moins de dissimulation, plus de prise en considération des victimes. Il faut avoir en tête, et je ne vais pas rentrer dans les détails du droit canonique parce que ça, c'est pas très intéressant, c'est pas très important là ce matin, mais pendant très longtemps, les violences sexuelles, y compris les violences sexuelles faites aux mineurs, était considéré par l'Église comme une atteinte au célibat ou à la chasteté. Ça veut dire que le focus, il était mis en place, il était mis sur l'agresseur. L'agresseur commet une faute à l'égard du vœu de célibat et ou de chasteté qu'il a fait selon son statut, et c'est ça que l'Église va venir sanctionner ou reconnaître. Aujourd'hui, une violence sexuelle est considérée comme une atteinte au principe, à un des commandements qui est une tueras point. Donc, vous voyez bien immédiatement la différence, et pour avoir échangé avec des religieux, ça a du sens pour eux, en fait. Ça les aide à comprendre la gravité de ce que c'est qu'une violence sexuelle. C'est pas, en fait, on s'en fout, et la société en a strictement, là pour le coup, rien à faire de savoir s'il y a une atteinte au célibat ou à la chasteté. C'est ce qui va être reconnu, c'est l'atteinte qui est faite à la victime. Et donc, ça change complètement le regard qu'on porte sur la violence. C'est pas une faute de l'agresseur à l'égard d'un vœu à l'égard de lui-même, c'est une faute qui est commise à l'égard de la victime et c'est la faute la plus importante puisque c'est une atteinte au commandement de ne pas tuer. Donc, ça va venir situer le niveau de gravité de ce qu'est la violence sexuelle. C'est une atteinte à la vie de la victime. Et alors, pour la société, pour les personnes qui ne sont pas croyantes, pas religieuses, ça n'a pas forcément, évidemment, une importance de savoir en droit canonique comment est considérée la violence sexuelle. Nous, on a les infractions, hein, c'est ça qui fait foi, même si c'est ça qui compte. Mais il faut bien avoir en tête que c'est évidemment important aussi toujours de se situer du côté du système de l'agresseur, et ça peut quand même aider l'agresseur, mais aussi tout son entourage du clergé qui va l'entourer à comprendre que c'est pas l'atteinte au célibat qui est importante, mais que c'est l'atteinte faite à la victime. Mais ça, c'est très récent. Il faut vous mettre ça en tête qu'il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Et donc, c'est pas la victime qui comptait et les souffrances qu'elle pouvait subir, qui étaient d'ailleurs très mal comprises, c'était le fait qu'il y avait une atteinte au célibat. Et d'expérience de ce que j'ai pu observer, pour certains, c'était plus grave et ça a eu des conséquences beaucoup plus importantes de vivre une relation maritale totalement consentie avec une femme adulte
ça a généré plus d'exclusion de prêtres que le fait d'avoir commis des violences sexuelles sur des enfants. Donc, c'est ça qui a permis de révéler la SIAZ, et c'est ça le caractère systémique. Ça ne veut pas dire que l'Église catholique a dit super, commettez des violences sexuelles, allez-y. C'est pas ça le caractère systémique. Le caractère systémique, c'est de dire que la, l'institution concernée n'est pas capable de prévenir les violences, n'est pas capable de voir les violences et n'est pas capable de traiter les violences qui ont été commises. Et ça, on va y revenir, ça veut dire que en France, dans les familles, les violences sexuelles sont aussi systémiques, voire plus systémiques qu'elles ne le sont dans l'Église. Donc voilà ce qui a permis de montrer la SIAZ. Et ça a été un moment au-delà de l'Église catholique, qui n'est pas fondamental pour nos travaux ce matin. Mais ce qui est important, c'est que, comme je vous le disais, je passe là-dessus, ça, c'est pas très intéressant. La SIAZ, les travaux de la SIAZ ont permis déjà en 2021, au moment de la sortie du rapport, a permis de faire ressurgir sur la scène médiatique la question des violences faites aux enfants. Elle a montré que l'Église était un lieu, dans le deuxième lieu donc de commission des violences sexuelles faites sur les enfants, et elle s'est basée sur une étude dans la population générale. Donc elle a permis, au-delà des 330 000 victimes identifiées par la SIAZ, de remettre en avant le caractère absolument massif des violences sexuelles faites aux enfants en France. Et les travaux de la SIAZ ont été une partie de la cause de la mise en place de la CIVIS, qui, elle, est une commission qui est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. CIVIS qui présente une caractéristique très différente de la SIAZ puisqu'elle a été créée par l'État. La SIAZ, c'est une commission privée, hein. Je viens de vous dire qu'elle a été mise en place conjointement par la Conférence des évêques et la Conférence des religieux et religieuses de France. Donc, c'est une commission qui n'a pas une identité publique, c'est une commission spécifique à l'Église. La CIVIS, par contre, elle, c'est une commission qui a été mise en place par l'État, euh, à la fois sur la base donc, des travaux de la SIAZ qui remettaient sur le devant de la scène la question des violences faites aux enfants, qui, je le rappelle, venait aussi de rappeler que la famille était le lieu dans lequel on commettait le plus de violences faites aux enfants, et qui a pris aussi, en gros, la décision, elle a été aussi motivée par la sortie du livre de Camille Kouchner, qui s'appelle La Familia Grande. Camille Kouchner, c'est la fille de Bernard Kouchner. Donc, alors, Bernard Kouchner, quand même, on va faire un petit lien rapide, Solidarité internationale. Bernard Kouchner, c'est un ancien ministre de la Santé, c'est aussi un médecin, et c'est aussi un des fondateurs de Médecins sans frontières. Comme quoi, c'est pas parce qu'on est à Médecins sans frontières qu'on a forcément la capacité, je n'accuse Bernard Kouchner absolument pas de viol ou d'agression sexuelle, mais dans sa propre famille, s'est déroulé un inceste absolument majeur sans que il ne soit dénoncé jusqu'au livre de Camille Kouchner. Alors, Camille Kouchner, donc c'est à la fois la famille Kouchner, donc c'est Bernard Kouchner, mais c'est aussi Christine Ockrent, très grande journaliste française, et de l'autre côté, je suis en train de chercher son nom qui est en train de m'échapper, le prof de droit le constitutionnaliste, oh là là, ça m'agace. Le beau-père donc de Camille Kouchner, qui est l'auteur qui est l'auteur donc des faits incestueux, des crimes incestueux qui ont été commis sur le frère de Camille Kouchner, dont le nom, je ne sais pas pourquoi ce matin ne me revient pas, mais qui présente donc la particularité d'avoir été marié avec une actrice très connue, qui est la maman donc de Camille Kouchner et de son frère, et qui était donc mariée avec cet immense professeur de sciences politiques et droit constitutionnel, hyper connu dans tous les milieux, Sciences Po, 6e arrondissement de Paris, etc. Et pavé dans la mare, dans cette famille qui a priori était bien sous tout rapport, ont été commis, a été commis au moins un inceste et sans doute probablement d'autres, qui ont été, comme tous les incestes, cachés, dissimulés, alors c'est même des mots trop forts, mais ou totalement occultés par l'ensemble des membres de la famille. Et donc l'apparition de ce livre va venir remettre sur le devant de la scène ce qu'est l'inceste et donc euh, l'intérêt de l'inceste de la société une partie médiatique. Et donc ça va amener en fait le président de la République à annoncer en janvier 2021
la mise en place de la fameuse Civise, qui a mené ses travaux pendant 2 ans. Alors, vous voyez l'annonce à droite, alors à droite, c'est Édouard Durand, c'est un magistrat français qui a donc présidé la Civise, qui est extrêmement engagé sur les questions des violences faites aux enfants. Et vous voyez surtout au-dessus la parole, la promesse faite par Emmanuel Macron aux victimes de violences sexuelles dans l'enfance et notamment aux victimes d'inceste. Vous ne serez plus jamais seuls. Et avec aussi la fameuse formule on est là, on vous écoute, on vous croit, qui va devenir ensuite dans la bouche d'Édouard Durand et des membres de la Civise, on te croit, on te protège. Donc la promesse était très belle. Elle n'a pas été forcément, enfin la Civise a tenu la sienne, le gouvernement un peu moins, mais en tout cas vous voyez, et là on est pareil aussi dans des choses qui sont, on y reviendra tout à l'heure, qui sont extrêmement problématiques pour les victimes de violences sexuelles. On ne peut pas dire à une victime qui a subi la silenciation pendant 30 ans, l'absence de soins pendant 30 ans, parfois l'exclusion de sa propre famille, des conséquences médicales, psychologiques, etc. Tu ne seras plus jamais seul pour finalement lui dire, ah bah, désolé, mais on va pas mettre en place les recommandations. Mais en tout cas, la promesse, elle était celle-là au départ. Avec comme mission le fait de recueillir les témoignages des personnes victimes de violences sexuelles dans l'enfance pour qu'elles aient un lieu d'expression qui devait d'ailleurs également constituer un espace de reconnaissance et de solidarité, qui a été, ça c'est un objectif qui a été très clairement atteint d'après ce que disent les personnes qui ont témoigné devant la Civise, et de faire aussi des préconisations de politique publique pour améliorer la réponse des institutions aux violences faites aux enfants, violences sexuelles faites aux enfants, et notamment à l'inceste. Voilà en gros ce qu'est la Civise. Alors, la Civis, qu'est-ce qu'elle a démontré? Donc, elle s'est resservie, hein, évidemment, des chiffres qui avaient été établis par la SIAZ, mais elle a aussi montré beaucoup d'autres choses. Elle aussi, elle a fonctionné, donc c'est un 23 membres, c'est une commission évidemment pluridisciplinaire avec beaucoup de professionnels de la justice et de la santé, et qui a fonctionné évidemment sur le principe de l'appel à témoignage et qui a reçu évidemment énormément de témoignages de victimes par différents canaux qui avaient été ouverts pour permettre à chaque victime de pouvoir s'exprimer en fonction de ses préférences personnelles, donc par mail, par courrier, par appel téléphonique, par questionnaire, enfin bref, 150 manières de pouvoir joindre la Civis pour pouvoir déposer son témoignage, y compris aussi des réunions publiques qui ont rencontré un succès important. Ce qu'a montré ce qu'a montré ce qu'ont montré les travaux de la Civis, là vous voyez le rapport qui est à droite, hein, qui s'intitule On vous croit. On reverra tout à l'heure à quel point c'est important de dire aux victimes qu'on les croit, mais elle a montré que en France, 5,4 millions de personnes, dont 3,9 millions de femmes et 1,5 million d'hommes, sont confrontés ou ont été confrontés à des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Donc ça veut dire 14,5% des femmes et ça veut dire 6,4% des hommes. Donc c'est absolument énorme comme chiffre. Ça veut dire également que chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles en France. Ça veut dire un enfant victime toutes les 3 minutes. Donc, vous voyez que les chiffres, quand on parle de caractère massif, c'est absolument massif. Là, ce qu'a rappelé la Civise, c'est que le plus souvent, ces violences sexuelles sont incestueuses, donc c'est-à-dire commises dans la famille, pour le dire simplement. 81% des violences sexuelles faites aux enfants sont commises dans la famille. Les violences sexuelles, ça commence tôt, c'est 8,5 ans l'âge moyen. Donc, tout ça pour vous dire que quand on dit 3 enfants par classe de CM2, on ne choisit pas la classe de CM2 par hasard. C'est que c'est 3 enfants par classe de CM2 qui sont victimes de violences ou qui ont été victimes de violences sexuelles. Et ça veut dire, alors déjà, autant, je reviens sur Lolita parce que ça m'énerve tellement que c'est l'occasion d'en parler. Déjà, le mythe Lolita, là, dans les films américains de l'adolescente qui a 15 ans, c'est pas ça qui correspond à la réalité des violences sexuelles. Et je vous renvoie par ailleurs au livre, au roman Lolita, qui ne raconte pas du tout
l'histoire d'une adolescente de 15 ans, séductrice, etc., qui raconte l'histoire d'un, et c'est très clair dans le livre, hein, d'un pédocriminel qui choisit une victime dont l'âge exact est en train de m'échapper, mais qui a 9, 10 ou 11 ans, qui en tout cas est une enfant, qui correspond à peu près aux âges dont on est en train de parler. Donc ça, c'était des réalités déjà qu'il était important de rappeler aux Français. Pourquoi je dis rappeler? Parce qu'il ne faut pas croire non plus, c'est un vrai problème des violences sexuelles, particulièrement sur les enfants, mais c'est vrai pour toutes les violences sexuelles. Les violences sexuelles ne font pas mémoire dans la société. Ça veut dire que tous les 15 ans, on vient redire aux gens, ouh là là, il y a beaucoup de violences sexuelles en France, et notamment les enfants sont tout à fait victimes. Et là, la société est là, oh mon Dieu, c'est triste, c'est terrible. Mais un an plus tard, enfin, en fait, ça ne laisse pas de traces dans les têtes. Et donc là, alors c'est très important que la Civise, je ne veux pas du tout minorer les travaux de la Civise, mais la Civise est venue aussi dire des choses qu'on savait, enfin, qu'on aurait déjà dû savoir ou qu'on savait déjà. Donc c'est important de l'avoir à l'esprit pour se dire que c'est pas, malheureusement, ce n'est pas la panacée que la Civise vienne répéter ces chiffres. Ce qui serait la panacée, c'est que les gens s'en souviennent et en prennent, en tirent les conséquences utiles. C'est pas des chiffres, alors là, dans ces proportions-là, de cette manière-là, etc., ce sont des chiffres qui sont nouveaux, mais c'est le fait qu'il y ait des violences sexuelles faites aux enfants en France, on l'a pas découvert en 2023. Et c'est ça, ça c'est quand même important, important de l'avoir à l'esprit. Donc, on a des violences sexuelles massives qui commencent souvent en moyenne aux alentours de 8 ans et demi et qui vont fréquemment être répétées plusieurs fois pour 86% des victimes, sur plus d'une année pour 51% des victimes et sur plus de 5 ans pour 25% des victimes. Donc, c'est des violences évidemment qui sont durables, répétées et qui commencent vraiment très jeunes. Qui sont les auteurs? Ce sont des hommes dans 97% des cas. 97% des agresseurs sont des hommes. Attention, on a quand même un nombre important de mineurs qui commettent aussi des agressions sexuelles sur les enfants, puisque les agresseurs, la majeure partie, 81%, sont des adultes, mais ça veut dire quand même par définition qu'il y en a 19%, c'est-à-dire quand même presque 1 sur 5, qui sont des mineurs. Dans la plupart des cas, de manière logique, puisqu'on vient de dire que c'est dans la famille, les agresseurs sont les pères, les frères, les oncles, les amis des parents ou les voisins de la famille, ou au sein des institutions, évidemment, les religieux, un homme religieux dans 25% des cas, puisqu'on vient de dire que c'était dans l'Église qu'on était dans le deuxième lieu de commission des violences. Donc, voilà pour les statistiques principales sur les agresseurs, avec des conséquences majeures. Les violences sexuelles, c'est important, évidemment, parce que c'est grave sur le moment, mais c'est très important. Et c'est très important, j'insiste bien sur un point, c'est très important pour la victime, mais c'est aussi très important pour la société. Ces violences ont des conséquences durables, multiformes pour les victimes. Et ça veut dire que y compris si on n'a aucune compassion particulière pour les personnes victimes, ça veut dire que ça va avoir un impact sur toute la société et ça veut dire aussi que ça a un coût pour toute la société. Ces violences sexuelles commises dans l'enfance, elles vont, dans 89% des cas, générer un psychotraumatisme ou un trouble de stress post-traumatique qui va générer évidemment des conduites à risque, des troubles psychiques et des conséquences physiques. Donc ça veut dire aussi des conséquences sur la santé physique, hein. Donc ça veut dire des cancers, ça veut dire des maladies cardiovasculaires, ça veut dire des maladies auto-immunes, dans des proportions très supérieure à la population générale pour les personnes qui ont subi des violences sexuelles. Et là, on parle bien, en plus, ce qui est important, et je vais y revenir tout à l'heure, ces chiffres sont valables notamment quand les personnes n'ont pas reçu de soins. Parce que le pire, c'est qu'en plus, on pourrait atténuer considérablement ces conséquences si on soignait les gens correctement. Donc des troubles, et ça va évidemment jusqu'à des risques de suicide. C'est une personne sur deux victime de violences dans l'enfance qui va faire une tentative de suicide ou qui va se suicider. Donc c'est pareil, c'est des conséquences qui sont extrêmement lourdes. Ça veut dire également des conséquences sur la vie affective et sexuelle qui peuvent durer tout au long de la vie. Donc ça veut dire la vie familiale, ça veut dire la vie amoureuse, ça veut dire la vie sexuelle, mais ça veut dire aussi des choses aussi simples que des amis, des collègues, comment on gère les relations avec les autres.
Ça veut dire aussi, là, c'est pas détaillé, mais des conséquences évidemment sur les études, sur le parcours professionnel. Enfin, en tout cas, ça peut vouloir dire des conséquences sur les études, le parcours professionnel, donc toutes les conditions socio-économiques dans lesquelles la personne va vivre le reste de sa vie. Et ça veut dire en plus, cerise sur le gâteau, un risque accru de subir à nouveau des violences au cours de sa vie. Ça veut dire que donc une personne qui a subi et d'où l'importance aussi de soigner les gens, hein, et ça veut dire d'abord les victimes, mais ça veut dire aussi les agresseurs. Un enfant qui a été victime de violences sexuelles va avoir un risque plus important de subir à nouveau des violences au cours de sa vie, y compris d'ailleurs lorsqu'il est encore un enfant ou lorsqu'il est adulte. On multiplie le risque de violence conjugale par deux pour une personne, donc pour les filles qui ont été victimes de violences sexuelles, elles sont exposées à 2 fois plus de risques d'être victimes de violences conjugales. C'est évidemment pas de leur faute, hein, mais ça veut dire elles sont exposées à ce risque. Donc ça veut dire évidemment des conséquences qui sont euh, extrêmement lourdes. Et c'est là qu'on arrive Là, vous voyez, c'est une des couvertures faites par la Civis. Donc, vous voyez, on reprend exactement les mêmes termes hein, qui ont été répétés. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de violence sexuelle et qui va amener le fait, tout un tas toutes les conséquences dont on vient de parler, elles sont aussi nourries, pas que par l'effraction que va représenter la violence, mais aussi par tout ce qui va se passer après cette violence. Ce qui va se passer bien souvent, c'est d'abord un silence plus ou moins long de la victime. Plus évidemment la personne est proche, plus l'auteur est proche de la victime et plus la révélation va mettre du temps à se faire. Donc ça veut dire que, évidemment, par exemple, pour les personnes qui sont victimes d'inceste de la part de leur père, la dénonciation va prendre plus de temps que si c'est le voisin, si c'est le prof de sport, etc., etc. Donc, mais ça veut dire quand même, ça je pense que c'est très important de le dire, que 10% des victimes révèlent les violences au moment des faits. C'est petit, mais c'est pas rien, hein. Ça veut dire quand même qu'il y a une personne sur 10 qui, dès le moment des faits, va le dire. Et ça veut dire aussi que beaucoup vont finir par en parler 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après. Et ça veut dire aussi, et ça c'est très important de le dire, que les victimes vont parfois révéler les violences qu'elles subissent de plein d'autres manières que par des mots. C'est-à-dire qu'elles vont avoir de l'anxiété, elles vont avoir des troubles physiques, elles vont d'une certaine manière révéler par les symptômes qu'elles présentent les violences sexuelles qu'elles ont subies, symptômes auxquels évidemment la société, les parents, etc., soit ne vont pas comprendre, soit vont délibérément ne pas répondre. Donc, la personne qui va être le plus souvent confidente des violences sexuelles subies par l'enfant, c'est sa mère. L'enfant va évidemment choisir la personne en qui elle va avoir le plus confiance. Donc, ça va être le plus souvent un membre de la famille. Et c'est dans 166% des cas les mères, 75% dans le cas d'inceste, donc c'est-à-dire de violences commises dans le cadre de la famille. Ce qui est important également, c'est le fait que la victime ne va pas recevoir dans la plupart des cas de protection. Alors, une des choses très importantes qu'a révélé le travail de la Civise, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait croire avant, généralement les victimes sont crues. Ça veut dire que la personne qui va recueillir les révélations sur les violences sexuelles, qu'elle soit un membre de la famille ou qu'elle soit un professionnel, vont croire ce que dit l'enfant. Le problème n'est pas dans la croyance dans les faits. Le problème, c'est dans l'incapacité ensuite d'agir par rapport aux violences qui ont été dénoncées. Et ça veut dire l'incapacité à fournir des soins, aller voir un psychologue, aller voir un médecin, aller voir un avocat, et l'incapacité à protéger en dénonçant les violences, en mettant la victime à l'abri de l'agresseur, par exemple. Et ce qu'a montré par exemple la Civise, c'est que même quand les faits sont dénoncés à des professionnels, donc par exemple éducateurs, assistants sociaux, etc., dont on pourrait penser qu'ils savent ce qu'ils doivent faire, 58% des professionnels n'ont pas protégé l'enfant à la suite de la révélation des violences. Donc c'est plus d'un cas sur deux. Et dans la famille, donc vous voyez les chiffres qui disent, c'est 70% des enfants ont été crus et seulement 45% des enfants, 45% de ces enfants n'ont pas bénéficié de soins ou n'ont pas été mis en sécurité. Donc il faut vraiment, il y a deux
préjugés contre lesquels il faut lutter, c'est les enfants ne parlent pas, c'est faux. Les enfants parlent de plein de manières différentes. Ils parlent, ils s'expriment. Deuxième préjugé, les enfants, le problème vient du fait qu'on ne les croit pas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que les enfants sont pas crus. Le problème, c'est l'incapacité à donner des suites, en fait, à la révélation, ou des suites correctes, parce que parfois il y a des suites qui sont pas non plus les bonnes, mais donner des suites correctes aux violences qui vont être dénoncées par les enfants, c'est-à-dire le soin, la protection. Et on voit que donc, si on regarde la totalité des chiffres, seuls 25% des enfants vont recevoir des soins après les violences. Et il y a une plainte qui va être déposée que dans 38% des cas. Et là, on est bien dans le cas de violences dénoncées. Donc, vous voyez qu'on a des chiffres qui sont vraiment extrêmement mauvais et préoccupants, à la fois dans le cadre des familles et dans le cas parmi les professionnels de santé. Donc, ce qu'on voit, c'est que en matière judiciaire, pour les juristes que nous sommes, pour certains d'entre nous, catastrophique. Donc, dépôt de plainte dans seulement 19% des cas et 12% dans les cas d'inceste, si on cumule les gens qui ont révélé et les gens qui n'ont pas révélé, hein. C'est ça le score. Et quand bien même les gens ont le courage d'aller déposer plainte, eh bien, en général, il y a une plainte sur 6 seulement qui va aboutir à la condamnation de l'agresseur et seulement une plainte sur 10 en cas d'inceste à cause de la prescription, à cause des problèmes justement de caractérisation des faits constitutifs de l'infraction ou des classements sans suite d'ailleurs, des chiffres donc qui sont extrêmement bas et donc on estime que seulement 3% des viols et agressions sexuelles faites aux enfants chaque année font l'objet d'une condamnation de l'agresseur et seulement 1% dans les cas d'inceste. Donc, on retombe sur les chiffres que je vous donnais pour les viols de manière générale tout à l'heure, et donc des chiffres qui vont être extrêmement bas donc, vous voyez à peu près les condamnations, hein. Tout à l'heure, on parlait de 15 ans pour la sanction pour viol, c'est 15 ans, enfin, en tout cas, le maximum, c'est 15 ans. Là, vous voyez que le quantum moyen des peines pour les viols sur mineurs, c'est 4 ans. Donc, on est très loin de 15, hein, quand même. Donc, vous voyez qu'en plus, on a des peines qui sont relativement basses. Et j'insiste bien sur un point. Euh, le traitement judiciaire a un impact globalement négatif sur les victimes. Ça veut dire que non seulement la plainte n'aboutit pas, donc ce qui est déjà très difficile à vivre pour les victimes, mais en plus la procédure judiciaire en elle-même, et quand je dis la procédure judiciaire, c'est au sens large, hein, du dépôt de la plainte jusqu'à éventuellement la condamnation de l'auteur, ça génère de la revictimisation pour les victimes. Et donc, là, vous voyez, d'après les chiffres de la Civise, 54% des victimes estiment que la procédure pénale a eu un impact négatif sur leur parcours de vie. Et l'autre jour, en échangeant avec Muriel Salmona, qui est une des membres de la Civis, elle est psychiatre et elle me disait que la plupart des cas de tentatives de suicide, elle les observe dans le cas des dépôts de plainte et des procédures judiciaires qui en découlent. Donc, il faut bien comprendre que avant, moi, je suis juriste et donc j'espère que la justice va s'améliorer. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas que les gens déposent plainte, mais avant d'encourager les gens à déposer plainte, il faut être bien sûr qu'on est capable de les traiter correctement. Si c'est inciter des gens en tout cas, quand les gens déposent plainte, s'ils ont envie de le faire, c'est une démarche tout à fait personnelle et qui peut avoir un symbole très important dans leur vie. Mais le devoir des juristes, c'est aussi d'être capable d'expliquer aux gens quels sont les risques quand on va déposer plainte. Le risque de classement sans suite, la prescription, quelles sont les peines qu'elles peuvent espérer obtenir pour qu'elles puissent se préparer. Et là, on va retrouver ce que c'est le consentement aussi, hein. Le consentement éclairé, ça marche aussi pour le dépôt de plainte, c'est-à-dire il faut que les personnes, quand elles choisissent de déposer plainte, des professionnels leur aient dit très clairement euh, ce qu'elles peuvent attendre d'un dépôt de plainte, ce qu'elles ne peuvent pas en attendre et quels sont les risques que ça représente et la violence que ça peut représenter pour elles pour pas que finalement ce soit encore une expérience négative qui vienne se cumuler à toutes aux violences qu'elles ont déjà subies. Donc ça, c'est un élément, ça fait partie des éléments qui sont très importants. Vous aurez compris que globalement, les violences sexuelles, je vais réinsister sur ce point, c'est deux sources de traumatisme
qui vont se cumuler bien souvent, la violence en elle-même, ou les violences quand elles sont répétées, qui sont en elles-mêmes évidemment une source de psychotraumatisme et une source de conséquences multiples et variées dans la vie de la personne, et ce qu'on va appeler le traumatisme secondaire, qui va concerner toute l'incapacité de la société et des proches de la victime à répondre à la victime de manière adaptée. Et donc, et bien souvent les victimes le disent, elles vont souvent exprimer que parfois elles vont même aller jusqu'à dire le pire, c'est pas la violence que j'ai subie, le pire, c'est tout ce qui s'est passé après. C'est-à-dire le fait qu'on ne m'ait pas cru, le fait qu'on m'ait culpabilisé, le fait que ma famille ait choisi de prendre le parti de l'agresseur plutôt que mon parti, le fait que j'ai déposé plainte et que ça a été classé sans suite, etc., etc. Tout ça, ça va se surajouter et ça va amener des conséquences, les conséquences dont on a parlé tout à l'heure. Alors que ce que montrent les spécialistes, c'est que les violences sexuelles faites aux enfants sont une urgence médico-psychologique, en fait. Et que si on traite correctement, de manière adaptée, dans un délai, plus c'est rapide, mieux c'est. Si on traite correctement si on répond correctement aux besoins des victimes adultes, c'est déjà le cas, mais mineurs, c'est encore plus le cas, on va pouvoir pallier beaucoup, beaucoup des conséquences pour la victime. Et donc, on a les moyens, on aurait, c'est ça le pire, on aurait les moyens d'éviter aux victimes toutes ces conséquences qui vont peser sur le reste de leur vie. Et j'insiste, qui ont des coûts. C'est-à-dire que les tentatives de suicide, les troubles, le psychotrauma, toutes les conséquences dans la vie professionnelle des personnes, on n'a pas, j'évoque même pas la répétition des violences parmi les enfants, notamment les garçons victimes qui ne vont pas du tout tous répéter, mais dont un certain nombre va répéter qu'on aurait pu soigner. Vous imaginez le coût pour la société que représentent ces violences sexuelles faites aux enfants et que nous aurions les moyens de pouvoir juguler ce qu'on ne fait pas. Et donc ça, c'est tout ça que la Civise a mis en avant dans ses travaux. Et malheureusement, et là on va retomber sur le problème qu'on évoquait au départ, c'est que la Civise a fait 84 préconisations pour les politiques publiques en France, dont 3%, même pas, ont été appliquées. Donc c'est là qu'on va commencer à voir qu'il y a un paradoxe quand même très important, qui est qu'on est dans une société qui, sans être richissime, a des moyens, des structures sanitaires, juridiques, etc., qui fonctionnent, qu'on a a priori quand même un consensus apparent sur le fait que les violences sexuelles faites aux enfants, c'est pas bien. Et pour autant, quand on a une commission, ou deux d'ailleurs, qui émettent des chiffres et qui viennent rappeler des vérités qui sont dérangeantes, bah, finalement, les mesures qui devraient être prises ne sont pas prises. Donc, il y a bien un problème. Et là, ça rejoint ce que Valentina disait tout à l'heure au sujet des normes sociales, de la protection des institutions, familles, églises, écoles, etc., qui vont finalement prendre le dessus sur les violences faites aux enfants et qui vont venir annihiler en fait tous ces résultats qu'on obtient ou nécessiter en tout cas de venir remettre des couches avec, et je donne juste la parole après, et avec évidemment la déception supplémentaire qu'on a créée chez les victimes, c'est-à-dire que la Civis pour les personnes, en tout cas pas toutes, mais pour un grand nombre de personnes victimes d'inceste et victimes de violences sexuelles dans l'enfance, ça a représenté un moment d'écoute, un moment qui a créé un espoir qui était important. Et cet espoir a été une nouvelle fois, je dis ça parce que c'est pas la première fois qu'on leur fait des promesses qu'on ne tient pas, a été une nouvelle fois déçu avec toutes les conséquences que ça peut aussi avoir pour elles, y compris dans l'aggravation de certains symptômes, par exemple, ou d'isolement qu'elles peuvent ressentir. Valentina, on t'écoute. Merci. En fait, je voulais juste ajouter un point que tu as mentionné. Et à nouveau, on revient sur les bonnes pratiques ou mauvaises pratiques qu'on peut partager entre le sud et le nord. Euh, et peut-être, je ne sais pas si tu vas aborder ça aussi au cours de la présentation. Quand on parle de l'importance d'une approche holistique et des services qui se parlent entre eux. Ce qu'on voit souvent dans des pays comme la France ou l'Italie, dans des pays soi-disant développés, c'est qu'on a des services spécialisés, qu'ils arrivent à faire très bien leur travail technique en silo,
Mais quand il s'agit de prendre en charge des personnes, des victimes, dont la nature de leur crime et la nature du traumatisme qu'ils sont en train de vivre demanderait un appui et un soutien qui demande l'expertise de différents services, c'est là qu'il y a un problème. Ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, en France, on a la chance d'avoir des figures spécialisées en droit, des figures spécialisées en appui psychosocial, notamment pour les enfants ou pour les adultes, mais qui parfois ne se parlent pas. On a par exemple des avocats qui sont très forts, très formés sur tout ce qui est les parcours légal, mais qui ne sont pas formés sur qu'est-ce que ça veut dire l'effet de devoir accompagner une personne qui était victime de violences sexuelles comparé à une personne qui était victime d'un vol ou d'un meurtre et la tendance parfois à reconnaître leur propre expertise dans ces cas-là en tant qu'expert légal. Et Magali, peut-être, je pense que toi, tu pourras aussi complémenter sur ça, sans tout le temps chercher peut-être aussi de comprendre, OK, comment on peut accompagner de manière appropriée un enfant, un adulte, une femme, un homme qui ont été victimes, par exemple, des violences sexuelles. Quand là, tu parlais des avocats qui ne sont pas capables de se rendre compte que ce n'est pas juste une question d'accompagner une personne pendant un procès, mais aussi fournir la compréhension à niveau psychologique de qu'est-ce que ça veut dire un procès pour une personne qui était victime des violences sexuelles. Je dis ça parce que dans d'autres contextes, par exemple la Centrafrique ou la République du Congo, où les services sont beaucoup moins spécialisés, où on a beaucoup moins souvent des spécialistes des secteurs, il devient plus facile, dans certains cas, de mettre en relation les peu d'expertise qu'on a autour de la victime. Alors que, moi je parle de l'Italie parce que j'ai travaillé en accompagnant des avocats en Italie dans les questions des violences sexuelles. Et moi, ce que je vois des collègues, des avocats, des juristes qui sont super forts dans leur domaine technique et qui veulent travailler sur des cas de violences domestiques ou de violences sexuelles, mais qui n'ont aucune formation en matière de violences sexuelles, mais qui ne vont non plus demander de l'aide à des experts des centres anti-violence ou des experts de l'appui psychosocial et de la gestion du traumatisme. Donc l'importance aussi de reconnaître que oui, notre compétence technique est importante, mais qu'il y a aussi à faire un travail un réseau pour accompagner ces personnes. Et que, dans mon humble avis, parfois, plus les contextes développés, plus cette ouverture à partager l'expérience vient un petit peu à manquer. Je finis. Merci beaucoup, Valentina. Je vais vous proposer qu'on fasse une petite pause, quand même, histoire que vous respiriez, et qu'on se retrouve, on va dire, à partir de 5 minutes, quoi, de pause qu'on ait le temps de finir, entre 10 et 15, quoi. Voilà, à tout de suite.